Well, thank you very much, Jan, and welcome to all of you. This is a very important occasion for many of us who have been close in mind, spirit, and friendship with Paul Taponnier. And actually, the Academy of Sciences was adamant that it should participate in any memorial to Paul's legacy. This is what is organized so nicely by Jan Klinger today. And I'm here to represent the Academy of Sciences and welcome you in this historical room where you can spend time looking at all the names and the faces, many of which you certainly know. I will not, however, continue in English. Being at the Academy of Sciences, we have to remember the importance of French in the development of European science since the 18th century and before. So if you will forgive me, and since Jan just before me and Maurice Brunel after me will be talking about the same man, there will be some overlap, and I have taken the liberty to speak in French so that you listen to the language the people up here around the room have been hearing when they went through all the great discoveries of the last 300 years. Donc je passe au français en vous souhaitant à nouveau la bienvenue de la part de l'Académie des sciences. Vous aurez vu que, avec l'organisation qu'a prévue Jan Klinger, la première demi-journée se passe sous les auspices de l'Académie, tandis que les 5 demi-séances suivantes se passeront à l'Institut de physique du globe de Paris, qui est évidemment l'un des endroits où Paul a passé une grande partie de sa carrière et d'où viennent de nombreux membres de l'audience de l'auditoire aujourd'hui. Paul Taponnier est et restera l'un des grands pionniers de l'étude de la déformation des continents. Il était, vous le savez, très attaché à la Savoie, qu'il a vu naître en 1947, et à ses montagnes. Pour tenter d'en percer les secrets, il entre à l'École des mines de Paris en 1967 et y choisit l'option géologie. Ses capacités d'observation et de synthèse frappent très vite le corps enseignant de l'école. J'étais moi-même élève de la promotion suivante et j'ai eu la chance d'être dès les premiers mois témoin du style inimitable des premières coupes géologiques de Paul. Ces carnets de terrain que connaissent bien ses élèves et ses collaborateurs jalonneront la carrière de Paul de véritables œuvres d'art. À cette époque, Maurice Matoer, sans doute le plus grand géologue structural de la seconde moitié du XXe siècle, cherchait à rassembler autour de lui une équipe de jeunes. Heureux possesseur de 3 postes d'assistant à Montpellier, ça c'est quelque chose que ceux d'entre nous qui avons des départements universitaires ne pouvons plus rêver. Une année où vous arrivez avec 3 postes d'assistant, ce qu'on appelait assistant autrefois, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui maître de conférence. Avec ces 3 postes, Matoer va de Montpellier monte à Paris et il y recrute 3 mineurs, dont un géologue, Paul Taponnier. Grâce notamment à la présence de Maurice Brunel, qui est ici, qui a été formé à Montpellier et qui, comme moi, était alors assistant à Paris 7, devenu Paris Diderot puis Paris Cité, des liens d'amitié se tissent rapidement entre les deux équipes, Paris et Montpellier. Je me souviens en particulier d'une soirée ébouriffante au cours de laquelle Matoer et celui qui allait devenir son plus brillant élève ont entraîné quelques-uns d'entre nous dans la banlieue de Montpellier pour y observer les déformations de l'asphalte des trottoirs à 2 heures du matin, au grand déplaisir des voisins qui nous ont lancé des chaussures et autres éléments solides depuis leurs fenêtres sur l'endroit où nous admirions les failles de l'asphalte, les plis qui évoquaient les frontières de plaques tectoniques. On était au début, au développement de la théorie des plaques dans la version rigide. Elle était en pleine construction et donc nous sommes quelques-uns à avoir presque découvert la tectonique des plaques dans les trottoirs de la banlieue de Montpellier. À Montpellier, Paul Taponnier assimile la philosophie et les méthodes de Maurice Matoer et se révèle rapidement un extraordinaire géologue de terrain. Il lit l'histoire de la Terre dans les paysages. Ceux d'entre vous qui avaient participé à des campagnes de terrain avec lui avaient vu ce don qu'avait Matoer et qu'a développé Paul de lire les paysages. Ayant bénéficié de l'expérience américaine, nous sommes quelques-uns autour de lui à lui avoir conseillé un séjour aux États-Unis. C'est ainsi qu'il a choisi de passer 2 ans avec un jeune sismologue, Peter Molnar, au Massachusetts Institute of Technology.
Il y découvre les photos satellites de l'Asie, les fameuses photos Landsat. Il est le premier à comprendre qu'il a sous les yeux de très grandes failles actives de plusieurs centaines à parfois quelques milliers de kilomètres de long, cause de nombreux très grands séismes de la région. Nous sommes nombreux à penser que cette découverte aurait dû être couronnée par le prix Crawford, le Nobel des géologues que le jury a injustement attribué au seul Molnar. C'est la vision de Paul Taponnier de la tectonique de l'Asie à l'échelle du continent tout entier qui forme le socle des expéditions franco-chinoises que Matt Auer, Claude Allègre et Guy Aubert vont négocier à Pékin au début des années 80. Ces négociations permettront à plusieurs dizaines de géoscientifiques français de commencer à comprendre, avec l'appui de la géologie structurale et de la plupart des branches de la géophysique et de la géochimie, comme Yann le rappelait il y a un instant, l'histoire et la structure du Tibet et de sa marge sud, la suture du Tsangpo. Ces missions apporteront une foule de résultats nouveaux sur ce toit du monde qui était jusqu'alors pour les géologues terra incognita. Ces missions sont restées parmi les expériences scientifiques et humaines les plus marquantes pour tous ceux qui ont eu la chance d'y participer. Tout cela grâce aux idées et aux travaux de Paul Taponnier, qui aimait qualifier, vous vous en souviendrez, ces magnifiques paysages de haute altitude de gazeux. Vous avez tous entendu Paul évoquer les paysages gazeux, on rêvait, on devenait vaporeux avec lui. Les principales campagnes de terrain de la décennie 80 ont été photographiées et filmées par une grande photographe, Kevin Kling, épouse de Paul, et Maurice Brunel évoquera dans un instant plus en détail ce passage si important de la carrière de Paul. Nous aurons la chance d'en voir quelques exemples demain soir, vers 18h45 au programme à l'IPG. En 1980, Paul Taponnier rejoint l'Institut de physique du globe de Paris et y fonde le laboratoire de tectonique et mécanique de la lithosphère que Yann dirige aujourd'hui depuis 15 ans. Ça ne rajeunit pas. Cette période est particulièrement riche pour l'IPG sous les directions de Claude Allègre et de Jean-Louis Lemuel qui appuient le grand programme Tibet de toutes leurs forces auprès du CNRS et de toutes les instances finançantes. Ces observations, combinées à une approche physique des déformations et à des modèles analogiques, conduisent Paul Taponnier à proposer son célèbre modèle en pâte à modeler, la plasticine, dans lequel le Tibet est extrudé, expulsé vers l'Est sous la poussée de l'Inde. Ceci vaut à l'équipe et à Paul un certain nombre de couvertures des journaux Science et Nature, qui est une moisson qui fait connaître ce travail dans le monde entier. Paul Taponnier a donc d'abord porté son attention à la collision des plaques et à la déformation qui en résulte. Il n'a pas pour autant négligé l'autre frontière conjuguée des plaques, la déchirure et la propagation des rifts, en Afar notamment, où s'est développé un grand programme. Il a également travaillé en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Méditerranée, aux Antilles, dans le cadre des observatoires volcanologiques de l'IPG, et en Amérique du Nord. Il a travaillé également sur les subductions océaniques et sur la source des grands tsunamis, notamment en Indonésie, avec Satish Singh et son équipe. À partir de 2009, Paul travaille en Chine et à Singapour. D'abord à Singapour, à la Nanyang Technological University, et puis depuis 2019 au National Institute of Natural Hazards à Pékin. Il a donc vraiment eu une carrière internationale et des postes de professeur prestigieux. Il a encadré de nombreux étudiants en thèse. Il a été co-auteur de plus de 350 à 400 publications, dont beaucoup sont des landmark papers, comme on dit. Son Citation Index, nous savons ici à l'Académie que nous regardons avec beaucoup de prudence le Citation Index, mais quand même, quand il atteint ou dépasse 70 000, on peut se dire qu'il y a là une influence absolument essentielle à l'échelle du monde entier. Il a reçu de nombreuses distinctions, la médaille d'argent du CNRS, la médaille Alfred Wegener de l'European Geological Union, le titre de Fellow de l'American Geophysical Union, la médaille Lyell de la Geological Society of London. Il était chevalier de la Légion d'honneur, membre de cette académie, mais aussi de la National Academy of Sciences, membre honoraire de la Geological Society of London. Je n'ai dit là que le tiers ou le quart
les récompenses qu'il a glanées au cours de cette prestigieuse carrière. Et en Chine, où il a terminé la carrière de façon, hélas, trop brève et trop triste, il avait reçu le Friendship Award du gouvernement chinois, qui est la plus haute distinction civile en Chine, et il était détenteur de la chaire Einstein de l'Académie chinoise des sciences. C'était notre Einstein de la géologie, et c'est avec une grande tristesse que nous avons appris son départ. Et cette célébration aujourd'hui n'est que méritée devant cet homme exceptionnel qui, pour moi, était un frère. Merci.